Vous écoutez les podcasts de Wati. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nafi Gueye, fondatrice de l'organisation J'existe, une organisation qui se bat ici au Sénégal pour accorder aux enfants qui n'ont pas d'identité une existence aux yeux de l'État, aux yeux de la société. Bonjour Nafi. Bonjour Fadel. Nafi, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, nous dire qui tu es, quel est ton parcours, mais de manière plus importante, pourquoi j'existe? Alors, oui, avec plaisir, mais c'est un peu difficile de parler de soi. Je suis de Tambacounda, de Koussanar pour être plus précise. C'est un village de 25 000 personnes, maintenant peut-être 30 000, où je suis née, j'ai grandi, j'ai fait mes études, où ma famille vit encore et où je vais très souvent, sauf en période de Covid où ça fait 1 an que je ne suis pas partie voir ma maman, j'espère pouvoir le faire bientôt. J'ai fait mes études entre Koussanar et Tamba, j'ai eu mon entrée en 6e en 2002-2003 et par la suite je suis partie à Tamba pour le collège où j'ai fréquenté Thierno Souleymane Agne pour le collège et le lycée Mame Cheikh Mbaye pour le lycée. Et c'est en 2009 que j'ai eu mon bac et je suis venue à Dakar. Donc aujourd'hui c'est difficile pour quelqu'un de comprendre que je suis venue à Dakar, disons pour la deuxième fois, parce que la première c'était quand j'ai eu mon entrée en 6e en vacances, et la deuxième fois c'était pour une raison professionnelle, parce que j'avais mon bac, il fallait que j'aille à l'université. Donc je peux dire avec fierté que je suis Camontan. Voilà, une personne qui a connu Dakar qu'en 2009. Est-ce que tu penses que la recherche de l'information ou bien l'absence d'information est l'une des plus grandes difficultés, l'un des plus grands obstacles auxquels sont confrontés les jeunes à la recherche d'opportunités hors de Dakar, hors de la capitale? Oui, c'est une des raisons. Mais il y a d'autres raisons, beaucoup plus complexes. Je pense, souvent on parle des défis, mais on ne va pas à la source. Et pour moi, la source, c'est la culture, l'éducation et la religion. Et au niveau du Sénégal, on oublie que Dakar n'est pas le Sénégal. Ce sont les autres régions qui constituent le Sénégal. Et dans les autres régions, la culture occupe une place incroyable dans la vie d'une personne. L'éducation de base qu'on a un poids énorme. Et du coup, la religion vient s'ajouter à cela. Et toutes ces 3 choses cumulées mettent le jeune dans une situation de pression où il ne sait pas quoi choisir avant même d'aller vers l'information sur le secteur ou sur la chose qui l'intéresse. C'est la manière dont les gens te voient, te perçoivent, te demandent de faire qui te préoccupe plus que ce que tu as dans le cœur et que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'on attend d'un jeune homme ou d'une jeune femme natif de Koussanar, par exemple? Quels sont les poids ou bien les ambitions que la société pose sur les épaules de cette personne? Ça dépend. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était instruite, qui a eu ce bac et qui voulait coûte que coûte que je réussisse et que je ne sois pas comme toutes les autres personnes ou toutes les autres filles de mon village qui ont dû abandonner l'école très tôt. Pourquoi elles ont abandonné ou ils ont abandonné mes promotionnaires? C'est dû à beaucoup de raisons. Déjà, le niveau social, où dès que tu commences à être perçu comme adulte, tu as cette obligation de reprise d'obligation de tes parents, de prendre soin de ta famille. Pour les filles, c'est plus le mariage ou, par exemple, la grossesse précoce. Parce que dans les zones où j'ai évolué ou grandi, il y a le complexe de l'autre et de l'extérieur. Et malheureusement, il y a beaucoup de chantiers qui passent par là-bas. C'est une zone frontalière, je peux dire, quelque part, où il y a beaucoup de commerçants, de personnes qui viennent. Et quand ils viennent, ils considèrent la population comme des personnes qui ne sont pas très civilisées. Je le dis entre guillemets. Et ils pensent que nous sommes je dis nous parce que j'en fais partie, des proies faciles. Et pour des miettes, ils peuvent acheter la dignité d'une personne ou bien la vie sociale d'une personne. Vous parlez de Sénégalais, d'étrangers? Je parle de Sénégalais, même les Sénégalais. C'est vous dire à quel point, des fois, on cherche le problème ailleurs alors qu'il est ici. Entre nous, en tant que Sénégalais, on se sous-estime. On se sous-estime, chacun pense qu'il est mieux que l'autre, de par son appartenance, de par sa provenance, de par son éducation ou whatever. Et c'est injuste. C'est injuste parce que ce sont des fausses perceptions de la vie qu'on continue de
voir actuellement dans notre vie réelle et qui est à la cause de beaucoup de dégradation, beaucoup de manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes, on se demande pourquoi ils ne réussissent pas, ils ont l'intelligence, mais ils sont arrivés à un point de leur vie où on leur a toujours réduit à une infériorité qui fait que tellement ils sont habitués à cette infériorité inexistante et inexpliquée qu'ils se disent qu'ils ne sont bons à absolument rien du tout. Et je vous assure, vous faites des enquêtes, vous allez voir que la majorité des jeunes qui ne savent pas où mettre les pieds, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée, mais c'est parce qu'ils ont perdu confiance en eux. Parce que la société s'attelle à leur dire vous ne valez rien parce que vous faites partie de telle zone ou de telle caste ou de tel whatever qui n'est absolument que, vous m'excusez du terme, de la foutaise. Je tiens à préciser que je ne suis pas une justicière parce que ce serait trop dire, mais je suis une personne qui s'active pour apporter sa contribution citoyenne par rapport à un sentiment de redevabilité inexistante, mais dans ma tête qui existe bel et bien, parce que je suis sénégalaise de nationalité et ça veut beaucoup dire. Et pour moi, ma contribution vient de beaucoup de choses, à la fois de mon éducation, où j'ai grandi dans une famille où ma maman, je l'ai vue toute ma vie défendre la cause de la femme, qui a créé un groupement de femmes qui n'a jamais connu la politique mais qui a commencé à s'activer jusqu'à ce qu'elle soit conseillère régionale au niveau de Tamba, qui allait chercher des fonds pour former les femmes dans la teinture, leur donner un métier. Mais au-delà de ça, j'ai dû me donner à, disons, 100 fois pour m'en sortir, parce que c'était pas évident du tout. Et où je me suis dit, pendant ces périodes d'apprentissage aux côtés de ma maman, ce qu'elle m'a appris, c'est de le redonner. La vie, ce qu'elle m'a appris, c'est de le redonner aux autres. Parce que quand j'ai eu des moments difficiles de ma vie, j'ai vu des personnes me tendre la main de manière naturelle. Et mon devoir, même si je suis personne aujourd'hui, c'est le peu que je sais ou que j'ai, que je puisse le partager avec les autres. Et ça devait commencer par identifier ma passion. Je me suis inscrite en droit, mais par des contraintes sociales, j'ai dû arrêter pour soutenir ma mère dans des moments très compliqués par rapport à sa santé. Donc, en tant que soutien de famille, ce que je disais tout à l'heure, j'avais l'obligation morale d'arrêter mes études et d'aller travailler pour ma famille. Au début, c'était très difficile parce que j'avais une aspiration, c'était d'être avocate pour les personnes injustement accusées. Mais dans mon destin, peut-être c'était ça. Et j'ai fait du commercial, je me suis permise de mon salaire, j'avais 60 000 par mois en 2013, où je payais mes études parce que je me suis dit ce serait en fait dommage que je perde des années en faisant du commercial, de la vente, et que je ne capitalise pas. Donc j'ai payé moi-même avec mes 60 000 des études où j'ai eu ma licence en marketing communication. Et avec les 30 000 qui restaient, je le donnais à ma mère, ce qui veut dire que j'avais rien pour moi, mais c'était le sacrifice à faire. Et pendant cette période-là, j'ai fait preuve de beaucoup de résilience. Et c'était une période de recherche de moi-même, de est-ce que finalement, le droit que je voulais faire, c'était moi. Et à force, je me suis rendu compte que j'aimais bien être au chevet des autres. Leur apporter mon soutien, peu importe la nature, mais c'est juste d'être là pour les autres parce que les gens ont été là pour moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat où je travaille aujourd'hui en tant que conseillère technique en incubation et en entrepreneuriat des projets des jeunes. Et que à travers ce travail-là, que je puisse voyager dans tout le Sénégal et en dehors du Sénégal. Et c'est en Côte d'Ivoire où lorsque j'étais en volontariat de solidarité internationale avec France Volontaire, que j'ai eu à découvrir un documentaire sur les enfants fantômes. Et ça m'a fait très très mal. Je me rappelle encore de mon sentiment. Et pourquoi? Parce que les gens qui étaient dans la salle avec moi m'ont regardé avec un air, tiens, la Sénégalaise qui fait un excellent travail, ton pays, il y a des choses à faire. Il y a de ces regards qui disent long sur la chose. Et je me rappelle, tout de suite, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit « J'existe ». Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Et quelques minutes après, ton acte, mon identité est venue. J'ai écrit ça, mais il n'y avait rien d'autre. Et quand je suis sortie, j'ai vu Michel, le producteur, et je lui ai dit « Michel, on se verra dans quelques années et je vais faire quelque chose dans mon pays. » Et je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne connaissais rien de l'état civil, mais j'en avais fait mon combat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Je suis rentrée au Sénégal, j'ai fait des enquêtes avec mes propres fonds pour comprendre la situation au niveau des régions
Dakar, pourquoi, quels sont les acteurs, pourquoi, etc. Et qui m'a permis d'avoir une cartographie de la problématique réelle, autant culturelle, religieuse, institutionnelle, etc. à différents niveaux. Alors pourquoi il y a ce problème-là au Sénégal et quelle est l'ampleur de ce problème? Alors les causes aussi sont diverses. Le Sénégal est un pays très complexe, où l'institution ne suffit pas, parce qu'il y a la religion, la culture et la coutume qui s'y mettent. Dans certaines zones, les réalités diffèrent en fonction des zones. À Dakar, par exemple, on ne peut pas imaginer qu'il y ait autant de monde sans acte de naissance. 23% de la population sénégalaise n'a pas de carte d'identité ni d'extrait de naissance. Sur ce pourcentage, on peut retrouver 7% ou 8% à Dakar, précisément dans les départements de Pikine et Guédiawaye. Pourquoi? Beaucoup de personnes des pays frontaliers viennent s'installer au Sénégal. En venant, ils n'ont aucun papier. Ou bien quand ils viennent, ils ne se régularisent pas en tant que des étrangers dans un pays. Mais le problème, c'est au niveau de la déclaration. Un enfant qui est de parents non pas naturalisés sénégalais, doit, en fait, lui-même, le parent, se régulariser en tant qu'étranger au Sénégal, de sorte que lorsqu'il donne naissance, son enfant a la nationalité sénégalaise, parce que tout enfant qui naît dans un territoire a la nationalité de ce territoire. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la transcription, la manière dont on va inscrire ce Sénégalais qui est de parents étrangers n'est pas la même chose. Donc imaginez maintenant que ces parents-là qui viennent au Sénégal n'aient aucun papier et que l'enfant né au Sénégal doit être déclaré. On fait comment? On les comptabilise comme des Sénégalais parce qu'ils sont nés ici. Mais ils n'ont pas de papier, leurs parents ne l'ont pas. Et la majorité de ces personnes vivent à Pikine, Guédiawaye. Et à cause aussi du fait que le coût de la location est très cher dans certaines zones de Dakar, la plupart des personnes s'installent dans ces zones-là. Et quand ils sont là-bas, il n'y a pas assez d'infrastructures aussi et d'informations qui permettent aux gens de comprendre ou de même de se sentir en fait concernés ou impliqués ou même sénégalais, parce que la majorité des choses bien sont concentrées en ville où il y a l'administration, il y a tout. Vous allez à Tamba, par exemple, qui est frontalier, disons Kédougou et au Mali, parce qu'il y a Kidira. Il n'y a pas de délimitation des frontières. Chacun entre et sort comme il veut. De Ziguinchor, vous allez en Gambie, de la Gambie, vous revenez au Sénégal. Il y a des gens qui habitent au Sénégal qui pensent qu'ils sont Gambiens, il y a des Gambiens qui habitent au Sénégal qui pensent qu'ils sont Sénégalais. Comment on règle ce genre de problème? Et pourtant, il y a des enfants qui continuent à naître. J'aimerais revenir sur le manque d'opportunités pour les jeunes dans les régions hors de Dakar. Nafi, tu es conseillère technique en incubation de projets. Pour toi, comment on peut faire pour donner beaucoup plus d'espoir aux jeunes qui sont dans les régions hors de Dakar? Alors, c'est assez complexe comme question, parce que c'est à deux niveaux. Je disais tout à l'heure qu'il y a un manque de confiance en soi énorme chez les jeunes. Et ça, si on veut le régler, ça doit commencer par les familles. Une sensibilisation doit être faite auprès des familles pour leur dire que le contexte de l'éducation peut changer. Pas de changer les valeurs ou les principes inculqués, parce que la personne qu'on éduque bien, peu importe le contexte ou l'environnement dans lequel il ou elle évolue, il peut s'adapter. Mais je pense qu'il y a intérêt à montrer aux familles qu'un jeune a plus à gagner lorsqu'on lui laisse son autonomie de choix dans ses décisions professionnelles plutôt que de lui imposer. Parce que c'est comme dans le travail. Lorsque vous avez juste besoin d'argent, vous irez au travail pour travailler parce que c'est la condition de paiement. Mais l'effort de plus qu'on fait pour bien faire la chose, vous ne le faites pas parce que ça ne vous intéresse pas du tout. C'est pas le contraire lorsqu'on travaille pour la passion. Il m'arrive de quitter mon bureau à 22h, pas parce qu'on m'y retient, mais parce que j'ai envie de rester. Et pour moi, ça, si je n'avais pas une maman qui ne m'a jamais mis la pression sur quoi faire, même si indirectement il y avait des influences extérieures qui lui disaient il faut qu'elle fasse ceci, cela, j'aurais pas pu déterminer ma passion et y aller. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mes promotionnaires, je les regarde avec une vision haute, c'est-à-dire je les regarde avec fierté parce que je sais que j'ai eu plus de chance qu'eux, même s'ils étaient en avance sur les choix professionnels. Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais ce que j'aime faire. Eux, ils le font parce qu'ils ont besoin de chercher l'argent. C'est-à-dire que c'est à la famille d'abord, avant que ce soit la société ou l'État, c'est à la famille de protéger les aspirations des jeunes. C'est d'abord la famille. C'est
est son choix professionnel. Est-ce qu'il veut être comptable? Est-ce qu'il veut être entrepreneur? Est-ce qu'il veut être président de la République? Est-ce qu'il veut être ministre? Quel est son parcours selon lui? D'abord, à ce niveau, quand il a le choix, maintenant il y a ce qu'on appelle, disons, les institutions publiques arrivent avec des contenus orientés métiers qui expliquent aux jeunes au niveau du lycée. Parce que pour moi, la sensibilisation des jeunes sur les opportunités de travail ou d'autonomisation doit commencer au lycée. Je me rappelle, nous, lorsqu'on a vu des gens de Dakar qui nous orientaient sur les choix, que lorsqu'on était à quelques mois du bac, où tu n'as jamais entendu parler de la faculté de droit ou d'économie, on te demande de choisir. Comment tu peux choisir quelque chose que tu ne connais pas? Pour moi, l'initiation doit commencer au lycée, où on fait des modules. Pour moi, l'entrepreneuriat, par exemple, et les nouveaux métiers doivent être instruits de la même sorte, où on l'inclut en 1 heure de temps par semaine ou 2 heures par semaine. À chaque niveau de classe, à partir de 5e, parce qu'à partir de la 5e, les gens sont conscients, 4e, 3e, où les gens commencent à l'intégrer avec des devoirs où on les oblige à aller faire des recherches sur ce qui se passe. Parce que ça permet de connaître les orientations. Et ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans les différents métiers. Il y en a beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui prennent le dessus sur d'autres. Et ces métiers-là mériteraient qu'on les cartographie pour qu'on sache quels sont ces différents métiers et commencer à l'intégrer dans le cerveau de la personne par rapport aux opportunités et lui laisser le choix de dire, moi, ce qui me passionne, c'est ça, je m'y connais un peu plus, je vais aller vers ça et que les parents les laissent faire. Maintenant, il y a une injustice. La majorité des opportunités est concentrée en ville urbaine. Capitale, les grandes villes, Dakar, Saint-Louis, Thiès, je dis n'importe quoi, Kaolack. Tout le reste, on a l'impression que ça ne fait pas partie du Sénégal. Et ça, c'est une politique étatique. Parce que l'État, lorsqu'il a voulu créer un nouveau pôle, il a amené tout le monde vers Diamniadio. Il n'a obligé personne. Il a pris des initiatives qui incitaient à aller vers Diamniadio. Aujourd'hui, vous y allez, vous regrettez de n'avoir pas acheté un terrain là-bas il y a 10 ans ou 5 ans. Si l'État a la volonté d'ouvrir les opportunités dans les régions, il le fera. Mais est-ce qu'il l'a? C'est la question à leur poser. Est-ce qu'il y a des choses que les jeunes peuvent faire sans attendre l'État pour pouvoir améliorer leur situation dans les régions? Je reviens sur le développement personnel. Une personne doit savoir se découvrir. Quand on arrive à se découvrir, on sait où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Pour moi, la majorité des personnes, des jeunes qui sortent aujourd'hui du lot, ce sont des personnes qui n'attendent absolument rien de personne. Je ne parle même pas de l'État. Moi, quand j'ai eu à arrêter mes études par obligation, je n'ai pas attendu qu'on me trouve du travail. Quand j'ai eu le travail, même si ça ne me plaisait pas, je n'ai pas attendu de faire des performances pour percer, parce que j'avais un objectif très clair dans ma vie. Aujourd'hui, je ne fais même pas de terrain, je suis dans un bureau climatisé. Alhamdoulilah, je ne me vante pas, mais c'est juste pour montrer aux jeunes qu'il faut commencer quelque part. Et pour faire ça, il faut qu'on se découvre, parce que l'influence extérieure a un rôle très important dans la vie du citoyen sénégalais, parce qu'on a beaucoup trop de détails chez nous. Et ça impacte énormément dans la vie du jeune. Tu parles de quels détails? De détails, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce qu'il fait le fils de l'autre, il ne travaille pas encore, ses cours, il paraît qu'il est excellent, il paraît qu'il est nul, il paraît qu'il passe tout son temps à fumer dehors, je sais qu'il ne va pas réussir. Ce sont des choses qu'on dit, qu'on minimise, qui pèsent énormément dans la vie de quelqu'un. Pourquoi elle pense qu'elle est une femme active, elle ne va pas se marier, c'est sûr, parce qu'elle ne veut pas se marier. Nous, on l'entend souvent, moi je l'entends très souvent. Mais j'ai réussi quelque part, certes, des fois ça te fait mal, mais j'ai réussi à créer un cadre dans lequel, quand j'entre dedans, personne ne peut me trouver avec ces mots. Et ça, il faut que les jeunes apprennent à le faire. Et ça commence très tôt. Pour moi, le jeune, la personne ne doit pas attendre de l'autre. Parce qu'on va de plus en plus dans un monde où chacun se gère. Personne n'a le temps de personne. Mais chacun a besoin de chacun. Et pour moi, ça doit commencer par identifier sa passion, se tracer un plan de travail et de carrière, d'aller vers l'information. Parce que les jeunes aussi, ils sont flemmards. Ils ne veulent pas aller vers l'information. Les gens, il y a des opportunités, il y en a énormément. Si c'était
cet effort n'est pas fait par la jeunesse ou toute personne qui veut réussir, on ne peut pas exiger des autres qu'ils nous aident. Je vous donne l'exemple de J'existe. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait des enquêtes avec mes moyens propres. Je me suis rapprochée de toutes les structures de l'État. C'est seulement cette année, J'existe depuis 2019, c'est seulement cette année où le secrétaire général ce samedi est venu me voir pour nous assister dans notre conférence qu'on faisait. C'était un atelier offert aux officiers d'état civil en renforcement de capacité. Pourquoi? Parce que lorsque je suis partie leur introduire une troisième fois un courrier, ils sont partis regarder mes résultats au niveau des réseaux. Ils ont su que je ne les ai pas attendus et le partenaire Ouziwa qui m'a accompagné savait, lorsque je lui ai donné mon document, que j'ai fait quelque chose d'abord avant de venir leur demander de l'argent. On ne peut pas demander à quelqu'un de vous soutenir si vous-même, à votre niveau, vous n'êtes pas capable de le faire pour vous-même. Et ça, il faut que les jeunes l'intègrent. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Quelqu'un doit commencer avec ses moyens du bord, faire des résultats qui font que quand tu présentes quelque chose à quelqu'un, qu'il soit dans l'obligation de l'accepter parce qu'il n'a pas d'excuses pour ne pas t'accompagner. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.